vais continuer en français du coup. Donc je me présente vite fait. Je m'appelle Lara Orfal, je suis psychologue du développement et je vais faire cette présentation sur les biais cognitifs et le mouvement vegan. Donc je l'ai appelé comme ça. Il faut que je trouve comment avancer dans ma présentation. Excusez-moi. Si tu fais une petite flèche dans ton clavier, ça... Hmm, Ça marche pas. Attends. Ah, Ah si. En fait, c'est pas la flèche, c'est le. euh, Faut cliquer. Mais bon. Alors ok. déjà, la structure un petit peu de ma présentation. Pour avoir une idée, parce que je vais couvrir pas mal de sujets. Donc, tout d'abord, je vais expliquer pourquoi je parle de régime alimentaire à Ikiko, qui est un congrès sur la culture. Je pense qu'on a tendance à négliger un peu les liens entre l'alimentation et la culture. Je vais insister un petit peu là-dessus. Ensuite, je vais parler du véganisme. Donc, je vais définir plus ou moins ce que c'est que le véganisme. Après, il faut savoir qu'il y a plusieurs approches possibles. Je vais introduire les biais cognitifs, donc pour ça, je vais faire une petite excursion sur comment fonctionne le raisonnement, mais très 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 vite fait. Donc je vais effleurer le sujet pour qu'on ait une idée, et je vais passer donc au raisonnement fallacieux, donc aux erreurs de raisonnement dans à la fois les sujets alimentaires, mais aussi éthiques, parce que donc le véganisme, c'est pas seulement un régime alimentaire, c'est aussi un mode de vie. Euh, donc pour commencer, donc l'alimentation et la culture. Effectivement, les coutumes alimentaires, elles sont vraiment fondamentales dans les cultures et normalement, on le sait, mais on a tendance à le négliger quand on parle de, par exemple, de régime, donc de ce qu'on mange concrètement. Mais de fait, l'alimentation, ce sont aussi des protocoles sociaux. Donc, en fait, la société, elle s'organise autour de temps communs qui sont passés donc, dans des groupes, en famille, au travail, à la cantine, à l'école, etc. Euh, En fait, tout l'emploi du temps est structuré de manière à ce qu'il y ait des temps de repas qui sont essentiels. Ces temps de repas, il y a des règles qui vont avec. Donc, dans certaines cultures, on va manger avec des baguettes, dans d'autres avec les mains, avec du pain. Donc, tout ça, ça dépend. Ça varie beaucoup. Mais c'est toujours un... Il y a toujours certaines règles qu'il faut respecter, en fait. Donc, des idéaux qui sont derrière aussi est quelque chose de très important. Et ça a une fonction donc structurante de l'organisation sociale. Ça crée du lien social aussi, donc entre différents groupes. Donc quand différents groupes qui ne se connaissent pas encore partagent un repas ensemble, évidemment, ça crée un lien social. Donc comme exemple un peu banal, un mariage, souvent, il y aura un repas avec pour que les gens se connaissent, par exemple. Mais donc, il y a plein d'événements euh, dans la vie, en fait, des humains qui sont marqués donc, par l'alimentation. Ce sont aussi des marqueurs identitaires, donc que ce soit l'origine géographique, une religion, une croyance quelconque, souvent on s'identifie beaucoup à ce qu'on mange. Donc souvent on a tendance euh, à prendre très au sérieux ses propres coutumes alimentaires et donc à vouloir les voir respectées aussi par les autres. Donc, je pense qu'on le connaît tous, mais donc, si des personnes juives partagent un repas le vendredi soir ou s'il y a des personnes musulmanes qui mangent que halal, évidemment, il faut le respecter et tout le monde va tenir à ce que ce soit respecté pour soi et idéalement pour les autres. C'est donc ce lien entre l'alimentation et la culture est évident aussi quand on considère les voyages, donc le tourisme. À chaque fois qu'on va découvrir un pays ou qu'on accueille quelqu'un, on s'intéresse en général à ce qu'il mange, à ce qu'il a l'habitude de manger, et à comment aussi les gens ont l'habitude de manger en fonction des pays. Donc, moi, je suis allemande, ça m'arrive assez souvent que les gens me demandent qu'est-ce qu'on mange en Allemagne. Après, honnêtement, pour moi, c'est difficile parce que j'ai même envie de répondre où en Allemagne, tellement c'est différent en fonction de l'endroit. Alors en France, c'est encore un peu plus extrême parce que la gastronomie française fait partie de l'identité française de manière très très importante, donc encore par rapport aux autres pays. Donc les Anglais n'ont pas le même rapport à la culture culinaire que les Français à la leur. Ou n'importe quel autre pays en fait n'a pas euh,
une identité gastronomique, j'ai envie de dire, ou culinaire, autant que les Français. Ce qui ressort donc dans des livres de sociologie. Euh, et après, en France, il y a aussi cette idée que en fait, les Français aiment beaucoup manger et ne font pas très attention à la valeur nutritive en fait, de ce qu'ils mangent. Donc, ils ne font pas aussi attention à l'aspect santé par rapport à l'aspect enfin, en fait, d'aimer ce qu'on mange, donc de prendre plaisir à chaque repas. Ça a été popularisé dans les médias par le terme de French Paradox depuis les années 1980, il me semble. Donc, en sciences de la nutrition, c'est un petit peu un mythe, en fait, qu'il y aurait un paradoxe du fait que les Français mangent beaucoup de produits donc avec des graisses saturées, etc., mais pourtant n'ont pas plus de maladies cardiovasculaires que d'autres pays. Et on consomme plus de vin aussi. Donc, c'est tout ce qui est vin, fromage, etc., que malgré la consommation de tout ça, les Français n'ont pas plus de maladies que d'autres pays. Euh, Après, donc j'y viens, il y a aussi en France une culture qui insiste beaucoup sur la prise de repas sans grignotage. Donc ça revient à toutes les publicités pour des produits alimentaires, on va dire éviter de grignoter et je ne sais pas, manger 5 fruits et légumes par jour. Donc en France, on insiste beaucoup là-dessus. Il y a un chercheur en sociologie, il me semble, qui a appelé ça la gastroanomie, donc en référence au terme anomie de Durkheim, c'est l'absence de normes. Euh, et en France, en fait, on a quand même, on observe qu'il y a une peur, donc une appréhension de cette absence de normes autour des repas et de la gastronomie. Donc que cette structure des repas, donc qui en est 3 par jour, donc le matin, midi et soir, éventuellement un goûter, un apéro, etc. Mais donc qui est quand même une structure, on a quand même peur que ça se perde. Donc on travaille beaucoup pour le conserver. Ça se perd quand même, donc c'est observé. Mais, euh, mais on y tient beaucoup aussi. Donc, les Français ont quand même tendance à respecter encore cette structure et à respecter aussi au sein de... Donc ça, c'est la structure sur une journée, les repas, mais à respecter aussi lors des repas, donc qui est une entrée, un plat, un fromage, un dessert. Donc, il y a quand même un idéal un peu derrière. Évidemment, on ne le respecte pas à tous les repas et on fait pas ça tout le temps. La plupart des gens ne le font pas tout le temps. Mais c'est quand même une idée qu'on a en tête, alors que dans d'autres pays, Mm. ça n'existe pas forcément. Euh, alors, il faut savoir que dans les études sur les véganes en France, ça influence aussi, ça influence comment on prend en compte leurs motivations et leurs attitudes. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes dans d'autres pays qui se convertissent au véganisme, enfin, qui deviennent véganes, pour des raisons de santé, ce qui est moins le cas en France, il me semble. Enfin, il me semble que j'ai lu que c'était moins le cas en France. Après, j'ai pas pu retrouver l'étude où j'ai lu ça. Mais... Pour définir donc le véganisme, euh, ça inclut un régime végétalien, donc sans produits animaux. Ça va au-delà, mais en tout cas, ça l'inclut. Euh, Ce qui veut dire qu'on évite évidemment la viande, mais aussi les produits laitiers, les œufs, le miel, euh, donc toutes sortes de choses en fait. Après, pour éviter les malentendus, ça ne veut pas forcément dire que c'est sain. C'est pas forcément à base de plantes. Donc souvent, il y a un peu c'est mis sur un pied d'égalité, alors que non. Tous les véganes ne mangent pas des plantes. Il y a beaucoup de véganes qui mangent des Oreos, des chips et des frites, et c'est vegan. C'est pas forcément sain, c'est pas forcément éthique en fonction de l'origine des produits ou des producteurs. C'est pas forcément écologique non plus. Donc les véganes ne font pas forcément attention à ces facteurs-là. Après, il y a des personnes qui deviennent véganes, soi-disant, pour la santé, pour l'écologie ou je ne sais quoi. Euh, mais en général, je vais dire, si on évite pas un certain nombre d'autres facteurs, on correspond plus à la définition de végétalien qu'à la définition de vegan.
Donc, les véganes, on évite aussi en fait, l'utilisation des animaux ou leur exploitation en général. Donc, on évite les zoos, les aquariums, en fait, tout ce qui présente les animaux enfin, un loisir, donc les cirques. On évite de les porter sous forme de vêtements, évidemment. Et il y a des véganes qui vont être opposés aux animaux de compagnie parce qu'on les enferme, parce qu'on les dénature, parce qu'on leur laisse pas enfin, on leur laisse pas la liberté qu'ils auraient à l'extérieur ou on peut pas les laisser se comporter comme ils se comporteraient en liberté. Donc il y a des véganes qui sont opposés aussi aux animaux de compagnie, aux loisirs avec des animaux. Donc par exemple, je pense à l'équitation, des choses comme ça. Après, il y a beaucoup de discussions sur ça dans le véganisme. Donc, enfin, qu'est-ce que c'est vraiment le véganisme, etc. Qu'est-ce qui est la bonne définition? Euh, Moi, je prendrais l'idée de Lévi-Strauss. Enfin, j'aime bien le concept. En fait, il a étudié le mythe. Et quand il a étudié le mythe, il a trouvé plein de variantes différentes du même mythe dans différents endroits et dans différentes cultures. Et il a considéré qu'il n'y a pas une version originale du mythe. En fait, le mythe, c'est la somme de toutes les versions qui existent. Et je pense qu'on fait bien dans le véganisme enfin, de l'appréhender un petit peu comme ça, en fait, de se dire qu'il n'y a pas un véganisme correct, donc ou avoir des animaux de compagnie ou ne pas en avoir. Ce qui est important, c'est l'approche globale et que, en fait, enfin, toutes les personnes qui ont l'idée d'éviter l'utilisation des animaux, d'éviter de les faire souffrir, d'éviter de les exploiter. Toutes ces personnes, quelle que soit la mise en pratique exacte de leur approche, du moment que c'est l'idée fondamentale, ce sont des véganes. Donc, ce serait ma définition. Petite excursion donc sur le raisonnement, parce que donc pour le dire vite fait, enfin je trouve qu'on a facilement tendance chez les véganes et chez les végétariens à parler de dissonance cognitive chez un peu tout le monde ou chez toutes les personnes qui ne mangent pas de la manière dont on s'imagine qu'il faudrait manger. Euh, et en fait, je trouve que c'est rarement un terme qui est bien compris donc chez les personnes qui l'emploient. Voilà, c'est subjectif, mais donc je fais cette excursion pour ça, pour parler des biais cognitifs, mais en ayant d'abord un peu défini ce que c'est. Alors, en psychologie cognitive, il y a l'approche qu'on appelle en double processus, donc il y aurait deux types de processus de pensée, les heuristiques et les algorithmes. Donc le raisonnement en heuristique, c'est des pensées automatiques très rapides, donc c'est un raisonnement qui va très vite euh, et qui mène souvent à la bonne réponse pour résoudre des problèmes, mais pas toujours. Donc il peut aussi induire en erreur du fait de sa rapidité et du fait de sa facilité. Les algorithmes, donc j'ai écrit système 2 ou type 2, système 1 et type 1. En fait, c'est des termes qui sont aussi employés pour heuristique et algorithme. On va les trouver pareil dans la littérature. Donc les algorithmes, c'est un système de pensée plus lent, où en fait ou plutôt des processus de pensée plus lents, qui sont aussi appelés la pensée analytique, où en fait on prend le temps de réfléchir ou enfin d'analyser un problème plus en profondeur avant de proposer une solution. Donc les algorithmes prennent beaucoup plus d'énergie attentionnelle, etc., et d'efforts cognitifs, mais amènent toujours à la bonne réponse, normalement. Donc les heuristiques, je vous ai mis la définition en anglais de ce que c'est. Donc, comme je disais, ce sont des processus qui trouvent souvent, mais pas toujours, des réponses à des questions difficiles. Quelques exemples, donc pour montrer un peu de quoi on parle. C'est un problème qui est souvent, enfin, il y a différentes versions de ce problème. C'est en anglais, on dit le bat and ball problem. Donc, un crayon et une gomme coûtent 1,20 € au total.
Le crayon coûte 1 € de plus que la gomme. Combien coûte la gomme? Je laisse réfléchir pendant 2 minutes. Tu veux qu'on te donne une réponse? Tu veux? Alors, je pense que le crayon coûte 2,20 €. Attends, non. Le crayon et la gomme coûtent 1,20 € au total. Tu voudrais Ah, ok. répéter? Déjà, le processus cognitif d'Adèle Esther, bof. Non, non, tout va bien. Alors, le crayon coûte 2,20 € plus que la gomme. J'aurais imaginé que peut-être que vous connaissez déjà le problème. La gomme coûte 20 centimes. Alors non, c'est une heuristique. Parce que le crayon coûte 1 € de plus que la gomme. Donc ça veut dire que enfin, le crayon ne coûte pas 1 € et le reste, c'est la gomme. C'est le crayon coûte 1 € de plus que la gomme. Donc il faut qu'au total, ça donne 1,20 €. Si le crayon coûtait 1 € de plus que la gomme, et... Attends, tu viens de dire quoi? Et que si la gomme coûtait 20 centimes et que le crayon coûtait 1 € de plus, le crayon coûterait 1,20 € et au total, Ah oui, oui, ça oui. donnerait 1,40 €. Ah, En c'est facile, gros, ça, ton truc. la gomme coûte 10 centimes. Ouais. Donc ça, c'est une heuristique, c'est un exemple. On raisonne de manière rapide, automatique, et on fait une erreur. En général, pourtant, en général, ce type de calcul, on les fait correctement parce qu'il n'y a pas souvent des pièges dedans. Mm. Euh, le deuxième problème, c'est le même type de question de raisonnement, mais de raisonnement verbal cette fois-ci. Enfin, le premier, c'est du raisonnement plus logico-quantitatif. Euh, donc, le deuxième, dans l'Ancien Testament, combien d'animaux Moïse a-t-il emmené sur son arche? Question d'attention. Euh, les gens ont tendance à dire deux ou à donner un nombre. En tout cas, c'est pas Moïse, c'est Noé qui a une arche. Donc, si on donne une autre réponse, c'est généralement faux. Mais donc, il faut y faire attention et pour ça, il faut analyser la question en détail. C'est une question qui est un peu représentative de ce qui se passe sur Internet au niveau des fake news, etc. Parce qu'il y a si souvent des petits termes qui sont faux et qu'on a tendance à survoler et ne pas lire. Et du coup, on clique sur des choses où on pense qu'on était sur le bon site et en fait, c'était un site qui faisait semblant d'être fiable. Donc, euh, c'est tout ça, tout ce type de phénomène, ça repose sur les heuristiques, donc sur le raisonnement rapide, automatique, où en fait on tombe dans des pièges. Pourtant, souvent, les heuristiques sont utiles, hein, faut le dire aussi. Donc, on apprend avec les heuristiques. Mais donc, c'est utile pour parler des biais cognitifs parce que donc, les biais cognitifs, d'après Tversky et Kahneman, euh, c'est donc c'est des erreurs qu'on fait parce qu'on se fie trop à ces heuristiques. Donc, si on raisonne toujours que par heuristique, même à des moments où en fait on aurait besoin de raisonner par algorithme, à ce moment-là, c'est un biais cognitif. C'est une erreur de raisonnement. Euh, donc, c'est forcément péjoratif, alors que les heuristiques, non. Les biais cognitifs, oui. Alors, pour donner un exemple, mais il y en a vraiment des centaines, un exemple de biais cognitif, j'ai choisi l'erreur fondamentale d'attribution. Donc, ce serait par exemple qu'un enfant se dissipe en cours, ses enseignants le prennent pour un enfant indiscipliné ou paresseux, donc ils lui attribuent une cause interne. Par contre, s'il savait que ses parents sont en train de divorcer, il pourrait se dire qu'il traverse une période difficile. À ce moment-là, il pourrait lui attribuer une cause situationnelle, donc à son comportement. Mais l'erreur fondamentale d'attribution, c'est que les êtres humains en général, en tout cas ceux qu'on étudie dans les études de psychologie, ont tendance à attribuer plus de causes internes, donc ont beaucoup plus tendance à choisir d'attribuer des causes internes, mais automatiquement, que des causes situationnelles. Donc normalement, on va plus se dire qu'un enfant est indiscipliné, ou on va plus se dire que quelqu'un qui trébuche est maladroit et pas que c'est à cause du sol, donc des choses comme ça. Donc il y a vraiment des centaines de biais, j'ai mis une image, donc ça c'est tous les biais qui ont été recensés, je ne sais plus en quelle année, je crois 2018, quelque chose comme ça, par quelqu'un sur Wikipédia qui les a catégorisés, donc il y en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est ce qui s'est trouvé sur Wikipédia. Donc, euh,
c'est intéressant, mais il y en a trop pour tous les décrire. Alors, dans un article récent, donc, qui date de février 2022, euh, quelques auteurs du Royaume-Uni ont fait un inventaire de biais cognitifs et de comportements qu'ils ont identifiés à différentes étapes et qui empêcheraient les gens de s'ouvrir au véganisme ou qui poseraient problème dans la transition d'un régime omnivore au régime vegan. Euh, donc, les différentes étapes, c'est la pré-réflexion, donc avant de même réfléchir au véganisme, ensuite la réflexion, la préparation, l'action, et ensuite la maintenance, ça veut dire le fait de rester vegan pendant plus d'un mois ou de quelques mois, quelque chose comme ça. Donc, de rester vegan sur le long terme. Donc, au stade de la pré-réflexion, donc avant d'y réfléchir, euh, déjà, il y a l'ignorance, donc on ne connaît pas le sujet. Il y a l'évitement, on n'a pas non plus envie de savoir, on va éviter les informations, on va éviter les documentaires sur le traitement des animaux dans l'industrie, etc. Euh, il y a les biais de confirmation. Donc, typiquement, à chaque fois qu'on voit des vaches dans un champ, on va se dire que c'est de là que vient notre lait. Le biais de confirmation, c'est qu'on a tendance à attribuer beaucoup plus d'attention aux informations qui réconfortent nos croyances, en fait, qui vont dans le sens de nos croyances, qu'aux informations qui pourraient les contredire. Donc, s'il y a une remise en question, en fait, on le traite moins et on a tendance à même pas forcément le percevoir de la même manière. Donc, on prête plus attention à ce qui conforte nos croyances et on le retient mieux, on le traite plus vite, etc. Au stade de la réflexion, euh, on en parle souvent, donc c'est ce que je disais avant, il y a la dissonance cognitive. C'est le fait de sentir un état d'inconfort, en fait, quand on a plusieurs attitudes qui se contredisent. Pour donner un exemple, donc, donc chez les végétariens et les véganes, on donne souvent cet exemple à propos des omnivores qui disent qu'ils aiment les animaux et qui sont tout à fait capables de manger des animaux sans percevoir, percevoir qu'il y a une contradiction. Et donc, pour réduire l'état d'inconfort qui est amené par cette contradiction, s'ils l'apercevaient, ils peuvent se dire que leur viande vient d'un endroit extrêmement éthique, que l'animal qu'ils sont en train de manger a été bien traité, etc. Donc, ou que de toute façon, on a besoin d'en manger, machin. Donc la dissonance cognitive, c'est en théorie donc cet état d'inconfort, on sent qu'il y a une tension entre plusieurs croyances ou plusieurs attitudes qu'on a, et on va essayer de réduire cette tension. Donc on la réduit avec, ça peut être en changeant de comportement, ça peut être en changeant de croyance, en changeant de discours, etc. Le raisonnement motivé, c'est le fait d'argumenter de manière biaisée en fait pour conforter ses croyances. Donc il y a le biais d'autocomplaisance. C'est dans les études en psychologie, c'est très typique qu'on va demander à des gens, par exemple, combien de viande ils mangent enfin, par semaine ou des choses comme ça. En général, les gens ont tendance à diminuer la quantité de viande qu'ils indiquent. Donc, en fait, ils croient qu'ils en mangent moins et ils croient réellement qu'ils en mangent moins souvent. Enfin, c'est pas forcément des mensonges, c'est juste ils ont tendance à ne pas s'en rendre compte. Ou que, par exemple, ils en achètent uniquement à des endroits où les animaux sont bien traités, etc. Ou euh, qu'ils achètent pareil leur lait, leurs œufs, etc. dans des endroits où les animaux étaient heureux, etc. Euh, Ça, c'est évidemment de l'autocomplaisance. Donc, on cherche, en fait, on cherche à se conforter soi-même dans ses croyances. Euh, la justification du système, c'est quand euh, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce qu'on observe dans la société. Donc ici, ce serait au niveau sociétal. Quand on s'aperçoit de ce qui se passe dans l'industrie animale,
de la souffrance qu'il y a, etc. Euh, on se dit que c'est pas possible, on vit pas dans un monde aussi injuste, dans une société euh, aussi injuste, aussi mauvaise en fait. Et donc, on a tendance à chercher des arguments qui expliquent pourquoi pourquoi ça paraît aussi mauvais et en fait à vouloir le justifier, donc à vouloir expliquer pourquoi c'est nécessaire, pourquoi finalement c'est bon, enfin, à trouver tous les bons côtés et à contredire tout le mauvais qu'on peut percevoir. Donc, on a ce biais où en fait on a envie de vivre dans un monde juste et on a envie de se dire que ce qui existe est nécessaire et est bon. Euh, le biais du statu quo, c'est qu'on n'a pas envie de changer ses habitudes, on n'a pas envie de changer ce qu'on fait déjà et ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, L'insensibilité à l'étendue, c'est que en tant que qu'activiste vegan, végétarien, écolo, ce qu'on veut, quand on parle en grands chiffres, donc si je parle de 200 000 animaux qui meurent dans une usine, en fait, ça n'affecte pas plus les gens que si je parle de 20 000 animaux qui meurent dans une usine. En fait, c'est un problème d'échelle ou de 2 000. Enfin, généralement, tout ça, euh, ça reste traité en tant que chiffre, donc de manière abstraite. Et les humains, en général, on a du mal à s'imaginer quelque chose de concret quand on entend des grands nombres comme ça. Donc, ça va pas forcément intéresser les gens. Donc, quand on parle des animaux dans les abattoirs, etc., en fait, ce qui affecte beaucoup plus les gens, c'est de parler même d'un seul animal et d'en parler en détail, de partir dans le qualitatif, enfin, de parler de sa souffrance, de parler de ses qualités, de parler du fait qu'il avait des émotions, machin, une personnalité, ce qu'on veut. Mais de partir dans les détails sur un seul animal, ça impacte beaucoup plus les gens que de parler de 20 000 animaux, de 200 000 animaux qui meurent. En fait, on n'y est pas sensible. Le carnisme et le spécisme, donc on en parle beaucoup dans le véganisme aussi, c'est le fait de privilégier l'importance d'une espèce sur une autre. Évidemment, en tant qu'être humain, euh, normalement, les êtres humains sont plus importants que les autres espèces. Donc, enfin, on va se dire que la vie d'un être humain est plus importante que la vie de n'importe quel autre animal. Mais par contre, quand on réfléchit, par exemple, aux cochons et aux chiens, ils ont une sensibilité émotionnelle assez similaire. Et ils ont une intelligence assez similaire aussi. Donc, les cochons sont extrêmement intelligents. Et pourtant, euh, la maltraitance d'un cochon va pas du tout toucher les gens de la même manière que la maltraitance d'un chien. Ou manger un chien, c'est assez inimaginable, alors que manger un cochon, enfin, manger du porc, manger du jambon, on le fait, quoi. Et donc, c'est ce qui s'appelle le spécisme, donc, et le carnisme, c'est le fait qu'il y ait des animaux qu'on considère, enfin, en tant que viande, quasiment. Le spécisme, donc, c'est cette attention et ces émotions qui sont quand même très particulières en fonction de l'espèce. Donc, il me semble que l'idée vient un peu emprunté du terme racisme aussi, donc qu'il y en aurait qui sont meilleurs que d'autres. Donc, il y a des espèces qui sont meilleures que d'autres ou qui sont plus importantes que d'autres. Euh, et ça s'observe quand même beaucoup, donc à un niveau qui n'est pas forcément rationnel. Donc, et toujours dans le stade de la réflexion, donc quand on réfléchit enfin, quand on entend parler du véganisme et qu'on se confronte à ce sujet, les représentations sociales et les normes sociales sont extrêmement importantes aussi. Donc, tout ce que je disais tout à l'heure sur comment on mange enfin, de manière traditionnelle dans sa culture ou dans sa religion ou tout ça, forcément, on va chercher à le justifier aussi. Et ça influence l'ouverture des gens au sujet. Après, dans le stade suivant, donc la préparation au véganisme, donc si
si on est ouvert au sujet et qu'on a envie de devenir vegan, les obstacles à surmonter, c'est surtout les habitudes qu'on a. Donc, c'est un peu des automatismes aussi, c'est la manière de faire les courses, de cuisiner, etc. Et la volonté, enfin, willpower. Donc, j'ai mis force de volonté, mais la volonté. Euh, donc, c'est ce que ces auteurs ont identifié. Au niveau de l'action, donc de quand on est devenu vegan, l'un des obstacles majeurs, c'est l'identité sociale. C'est d'être obligé de le dire euh, assez souvent, en fait, dans tous les contextes sociaux, de devoir se dire vegan enfin, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues éventuellement. Et on passe pas forcément à côté. Donc, on se fait proposer des choses à manger et on est obligé de refuser parce que ça contredit les principes. Donc des choses comme ça. À ce moment-là, ça devient plus difficile au niveau de l'identité sociale. Donc c'est l'un des obstacles, enfin, à mon sens, c'est l'un des obstacles majeurs euh, qui fait que les gens n'ont pas envie de devenir vegan ou plutôt, enfin, se disent qu'ils vont essayer et retournent au, à un régime omnivore en fait, parce, parce que ça fonctionne pas pour eux de se démarquer autant d'un groupe. Et donc, dans ce qu'ils appellent la maintenance, donc dans le fait de rester vegan sur le long terme, pareil, ce sont les relations sociales. Donc, en général, les personnes qui restent véganes pendant, donc sur le long terme, pendant plus de 3 mois, ce sont des gens qui connaissent d'autres véganes et qui ont des relations sociales avec d'autres véganes. Sinon, c'est extrêmement difficile. Donc, sinon, c'est très isolant, en fait, à long terme. Alors, donc là, j'ai présenté enfin, toute une liste de biais et de problèmes qui sont identifiés donc, avant la transition ou pendant la transition au véganisme. Maintenant, j'ai envie de parler du mouvement vegan parce que bah, il y a pas mal de problèmes aussi dans le mouvement vegan qui, pour moi, sont importants à relever. Euh, donc, il y a énormément de fake news et de ce qu'on peut appeler du bullshit parce que c'est même pas des actualités, c'est juste n'importe quoi. Donc, en psychologie, on a le droit d'utiliser ce terme, ça se fait. Sur YouTube, sur les réseaux sociaux, mais enfin, je vais dire, moi, je connais ces phénomènes principalement sur YouTube. Je suis sûre qu'il y a la même sur TikTok, sur Twitter, sur n'importe quoi. Euh, mais où en fait, des personnes essayent enfin, font de la promotion de leur chaîne, éventuellement pour vendre leur e-book, différents produits, tout ce qu'ils ont comme marchandises à proposer. Euh, donc évidemment, pour avoir beaucoup d'abonnés, pour avoir beaucoup d'attention, euh, toute cette économie des médias, quoi. Euh, mais en fait, pour cette attention, ils vont se mettre à raconter n'importe quoi. Donc, je crois qu'en 2016, autour de 2016, donc ça faisait 2 ans que j'étais végane, il y avait toute une vague de célébrités YouTube qui devenaient véganes et qui disaient des choses du type faut manger 50 bananes par jour pour perdre du poids. Enfin, vraiment, mais il faut éviter les produits animaux. Euh, C'était assez impressionnant et il y a beaucoup de gens qui sont devenus véganes pour des raisons de ce type, donc de perte de poids ou je ne sais quoi, mais en croyant à des choses qui étaient clairement malsaines et enfin, qui étaient vraiment n'importe quoi. Euh, et où c'était clairement enfin, une épidémie, je vais dire, de fake news santé à ce niveau-là. Euh, et en fait, ça existe encore, donc il y en a, je vais dire, il y en a moins, c'est moins une vague, mais il y a encore autant de véganes qui partent plus dans une attitude soit spirituelle, soit euh, raconter n'importe quoi pour attirer des clics et donc des abonnés et vendre des produits. Donc ça existe énormément et c'est assez dramatique à mon sens. Et, enfin, on en parle très peu dans le véganisme. Il y en a qui en parlent, mais c'est rare. Euh, et donc, je le, je le dis aussi en référence au biais cognitif que je décrivais avant. Donc, en fait, on essaye ici d'attirer les gens vers le véganisme en parlant à leur système 1, donc en
les faisant réagir par heuristique, de manière intuitive, émotionnelle, rapide, etc., plutôt qu'en les faisant réfléchir, donc euh, plutôt qu'en leur donnant une idée rationnelle de la question, en les convainquant de manière argumentée de notre cause, en fait, enfin de la cause qu'on défend, donc qui est la cause animale. Et plutôt que ça, on préfère leur dire que le véganisme, c'est meilleur pour la santé, que c'est extrêmement écologique, etc. Ça peut l'être, ça peut aussi ne pas l'être. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on essaye de parler aux gens sur un fond intuitif, alors que c'est typiquement en s'intéressant donc pour le véganisme par rapport à la santé, par exemple, que les gens vont se dire que ah, finalement, j'ai lu que bah, les produits laitiers, c'est bon pour la santé aussi. Ce qui est vrai aussi. Enfin, je vais dire, il faut abuser de rien. Ce qui est le meilleur pour la santé, c'est les plantes. Mais il me semble que euh, une consommation modérée de produits animaux est recommandée par la plupart des autorités de santé aussi. Donc, évidemment, si on essaye de convaincre les gens avec des mensonges ou en parlant plus à leurs intuitions, ça va pas fonctionner sur le long terme. Et c'est pourtant ce qui se pratique énormément. Euh, Après, il y a la surconfiance aussi dans le véganisme. Euh, c'est assez étonnant aussi, mais donc on voit souvent des choses de type The future is vegan. J'ai pris cette citation, j'aurais pu en prendre plein d'autres, où en fait les végans s'imaginent que le mouvement est extrêmement important et que finalement on est des sortes de messies. Donc que c'est de nous que vient le message qui va libérer l'écologie, les animaux, je ne sais pas, mais en tout cas le message important qui est porteur de l'avenir. Et en général, c'est pas ce qu'on observe. Donc il y a moins de raisons, je dirais, de penser que l'avenir est vegan que des raisons de penser qu'il ne l'est pas. Mais voilà, donc dans le mouvement vegan, on a cette tendance à surestimer l'importance du mouvement. Euh, et donc, finalement aussi, au niveau de la santé physique et mentale, il n'y a pas énormément d'études sur le sujet. Quand il y en a, euh, les véganes sont mélangés avec des végétariens et même les végétariens, on inclut dans les études des gens qui mangent du poisson ou éventuellement même du poulet, enfin des choses comme ça. Donc, en fait, au final, il n'y a pas beaucoup d'études qui prouvent que le véganisme serait meilleur pour la santé physique, meilleur pour la santé mentale ou même péjoratif. Hein, il n'y a pas beaucoup d'études dans aucun des deux sens. Euh, et on en aurait besoin en fait. Et quand on parle à des personnes pour les convaincre du mouvement vegan, souvent on fait comme si il était avéré que c'était bon pour la santé ou que ça avait des effets positifs, alors qu'en fait, pas du tout. Donc il y a beaucoup je vais dire, dans une logique utilitariste, il y a des gens qui trouvent que c'est justifié de mentir pour convaincre des gens d'adhérer au mouvement vegan. Euh, je pense que c'est contre-productif. Il y a des utilitaristes qui croient parce qu'ils se disent que ça sauve des vies d'animaux. Je pense pas sur le long terme, mais voilà. Donc, le résultat de ces problèmes, donc d'une part, c'est que chez les véganes, on trouve vraiment absolument tout. Donc, des véganes rationnels, mais au point de se dire que la culture, faut même pas la prendre en compte parce que c'est pas quantifiable, en quelque sorte. Euh, et enfin, je vais dire, c'est irrationnel d'une certaine manière aussi, mais ce sont des véganes très axés sur la logique jusqu'à des véganes qui sont extrêmement axés spirituels, voire, donc, comme je l'écris, assez bizarres ou stupides, donc qui partent dans presque des délires à propos du véganisme. Et souvent aussi pour un temps et après redeviennent omnivores. C'est assez étonnant. Euh, et en fait, donc voilà, je trouve
un aspect qui me pose problème, c'est que ça décrédibilise complètement les aspects rationnels euh, de, de la cause végane quand on argumente par des mensonges ou quand on argumente par des semi-vérités, où en fait on dit des choses, mais on n'est pas tout à fait sûr, on ne sait pas, on n'a pas les sources, on n'a pas l'information suffisante. Euh, et ce que j'observe aussi, c'est qu'on ne fait pas attention euh, aux observations réelles, donc à ce qu'on remarque dans les réalités. Donc, pour donner quelques exemples, les véganes, concrètement, peuvent se mettre en danger par manque de conscience. Je pense aux jeunes adolescents parce qu'on constate une augmentation d'éco-anxiété, donc en fait, chez les adolescents qui se soucient beaucoup de l'environnement au point d'être extrêmement anxieux, donc d'avoir une vraie anxiété par rapport à l'état de la planète. Si maintenant ils deviennent véganes mais s'informent pas suffisamment sur la manière de s'alimenter de manière saine, etc., euh, ça peut être dangereux pour leur santé et on ne le sait pas. Donc, il y a pas mal de choses enfin, de ce type où c'est négligé dans le mouvement vegan. On n'y fait pas attention. Il y a aussi beaucoup de véganes, comme je disais tout à l'heure, qui sont mésinformés ou désinformés, donc qui croient à toutes sortes de choses. Ils sont devenus véganes parce qu'ils ont adhéré à un régime un peu bizarre. Et donc, il y a cette pente vers le mouvement anti-vaccin, complotiste, avec toutes sortes de fake news sur la santé, qui est assez inquiétante. Donc, dans l'Organisation mondiale de la santé, on parle d'infodémie depuis 2020. Donc, ce serait le fait que, il y a tellement de fausses informations qui circulent autour de la santé que c'est un problème de santé majeur, donc au niveau international. Euh, et mon inquiétude, c'est que le véganisme, en quelque sorte, il puisse en faire partie. Donc, c'est pas le véganisme en lui-même, mais une source qui donne des arguments pour devenir végane va aussi donner des arguments pour ne pas utiliser de savon. Donc, c'est plus des choses comme ça. Et donc, si des gens ont tendance à adhérer à ce type d'information ou à ce type de discours, c'est inquiétant et il faut y faire attention. Et pour finir, dans le véganisme, donc là, très récemment, on a eu un événement assez décevant. Donc en Suisse, il y a eu un référendum sur enfin, comment on dit? Pas l'abolition, mais enfin, en fait, d'introduire dans la Constitution un meilleur traitement des animaux qui abolirait de fait les abattoirs, donc l'industrie en masse des animaux. Les personnes en Suisse ont voté qu'ils préféraient garder les abattoirs. Donc au final, chez les véganes, on a cette idée que les gens manquent simplement de conscience, manquent d'informations, ils ont besoin de voir plus de documentaires, d'avoir plus de flyers, de connaître plus de chiffres. En fait, non. En Suisse, ils ont tous les gens qui ont voté ont reçu un petit prospectus, enfin un flyer, je sais pas quoi, avec les informations sur les abattoirs, les alternatives, ce que ça impliquerait, etc. Et ils ont voté qu'ils préféraient les garder. Donc, de fait, c'est pas une question d'évitement de la question. Ils ont pas été fermés à lire ou à, enfin, savoir ce que c'était que les abattoirs. Ils l'ont su et ils ont voté sur la question. Donc, euh, pour conclure, donc dans le mouvement vegan, ce que j'observe, c'est qu'on identifie facilement les erreurs de raisonnement chez les autres. Et j'ai envie de finir sur le fait que c'est pas aussi simplement simple que de dire que les véganes sont rationnels et les non-véganes sont biaisés, ce qu'on a facilement tendance à dire du côté des véganes. Euh, Surtout avec cette présentation, j'ai aussi envie d'attirer l'attention sur le fait qu'on a besoin de plus d'études et de meilleures études sur tout ce sujet, en fait, notamment à des fins de prévention. Donc des préventions, je pense comme je disais, aux adolescents, mais aussi donc à une population générale qui n'est pas forcément sensibilisée aux fake news.
Euh, on a besoin d'une examination critique du mouvement vegan depuis un point de vue vegan. Donc, ça pourrait aller avec des études, mais pour l'instant, ça existe peu. Euh, et à mon sens, donc, dans le mouvement vegan, on a besoin de prendre en compte le contexte culturel quand on parle à des gens. Et c'est extrêmement négligé, en fait. Donc, qu'est-ce que représentent les repas? Qu'est-ce que représentent les plats? Comment les gens s'approprient des nouveaux aliments, les incluent dans leurs plats? Tout ça, ça a été étudié, pas énormément, mais quand même, en sociologie de l'alimentation et donc plus dans l'anthropologie, la sociologie, etc. Et je pense que le véganisme bénéficierait énormément de prendre ce point de vue plus empathique en fait, et de se rendre compte de l'anxiété qu'il y a autour de ces questions de changer d'alimentation, parce que l'alimentation, ça fait tellement partie de la culture. Donc, c'est une anxiété qui va avec, évidemment, inclure des nouveaux produits dans son alimentation, mais pas seulement, c'est aussi perdre sa culture, perdre ses traditions, donc forcément aussi perdre ses repères, donc son identité dans le sens où il faut remettre en question sa famille, ses origines, donc tout ce qu'on a fait traditionnellement, tout ce qui a été transmis dans sa propre culture, donc familiale et donc que ce soit nationale ou une région spécifique. Donc, si on demande à des gens de remettre en question tout ça, évidemment, c'est extrêmement anxiogène. Donc, je parle d'un point de vue psy, il faut le prendre en compte. Et c'est un peu étonnant en fait que ce soit aussi négligé et que la plupart des végans s'attendent à ce que ça fonctionne, donc de convertir des gens juste par des arguments rationnels, par des chiffres, par ce type de choses. Donc voilà, c'est surtout des pistes de réflexion en conclusion. Et mes sources pour finir, enfin quelques sources que j'ai mises dans la présentation. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Lara, pour cette présentation que j'ai trouvée hyper riche, même pas forcément pour ceux qui s'intéressent au véganisme, mais d'un point de vue psychologique, on apprend plein de choses aussi. Ça m'a beaucoup plu. Et Merci. je pense que ça plaira à beaucoup de gens qui n'ont pas pu forcément être là, enfin des connaissances que qui n'ont pas pu forcément être là, mais qui seront hyper intéressés, je pense, pour regarder la retransmission. Et c'était très clair, très qui partait de sources sérieuses, quoi. Et ouais, ça m'a beaucoup plu. Ok, merci. Et du coup, Rosé Louis, tu as une question? le pauvre. Sí, buenas. Voy a hablar en español, ¿vale? Si. Si no, pues si puedes, Adel, y traducir. Lo primero, Lara, muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho. Creo que es un tema Si. muy actual. Bueno, lo has mostrado la presentación también con referencias muy actuales, pero bueno, es un tema que tal vez hace 30, 40 años no existía, ¿no? O sea, o existía o no estaba Si, no en t'as dit. una tendencia Si. como ahora, más bien. Entonces creo que es algo que tiene sentido y que va muy en relación a todo el movimiento también ecológico o una visión más integradora de nuestra relación Si, con el mundo, con la sociedad y con la productividad. Y me parece muy interesante el abordaje y la profundización que has hecho en los diferentes sesgos. Es muy interesante. Y la relación que hay con las fake news. Sí, Eh, para los sesgos cognitivos recomiendo leer el artículo original um, que mencioné en la presentación, porque Ujú. es muy completo. Ujú. Hay detalles sobre todos esos sesgos. Quería preguntarte, desde tu punto de vista y desde tu opinión, Ujú. eh, ¿qué principios o qué indicaciones o qué pautas darías
para intentar, no sé si no caer en estos sesgos o bien salir de ellos, ¿no? Es decir, ¿qué recomendaciones darías para prevenir o si ya se está ahí, para tomar conciencia de ese sesgo, ¿no? ¿Desde cuál punto de vista exactamente? ¿Como de gente que se informa sobre el veganismo o Por ejemplo. um, prestar atención a las, ¿cómo se dice? Sources, Fuente, o sea, sí, las fuentes, ¿se dice? de dónde proviene la información. Sí, sí. Sí, eso es muy, muy importante, como informarse sobre quién es la persona dando información sobre la salud, porque si son youtubers, de verdad es como, te puedes decir que como no tienen una formación en lo que están diciendo. Um, pero Ujú, diría, eso también con los sitios, ujú, porque verdaderamente no hay tantos sitios que como que saben mucho de nutrición, de, ujú, um, es difícil de decir todo eso en español, pero como la nutrición, las ciencias nutritivas son muy recientes, ujú, es una ciencia muy reciente y todavía no es conocido sobre cómo funciona el sistema digestivo humano y por qué ciertas personas pueden comer algunas cosas y otras no, etcétera, y qué necesitamos exactamente, cuántas de cada vitamina y todo eso. No lo sabemos muy bien y es muy difícil encontrar sitios completos sobre este tipo de cuestión. Entonces, si hay como una persona que no tiene una formación, como no tiene diploma en lo que está diciendo, y que da información sobre eso, siempre es un señal de, ¿cómo se dice? sí, Señal de alarma, como sí, no. Y um, también creo que es difícil para mí imaginarme que haya gente que crea en YouTubers que dicen, por ejemplo, que puedes comer 20 o 50 bananas y perder peso. Es muy difícil para mí imaginar la claro. mentalidad de esa gente. Pero Ajá, diría, cómo hablar con gente, cómo hablar con relaciones sobre la información que estás leyendo, porque tú solo quizás no puedes evaluar la información, pero quizás si hablas con alguien sobre la información que estás leyendo, puedes como cuestionar con dos puntos de vista y quizás sea mejor. O reflexionar más sobre lo que estás leyendo de forma general, como no reaccionar directamente y intentar como pensar un poco sobre eso, leer más sobre lo que es, etcétera. Sí, no tomar decisiones directamente. Entonces, creo que es lo mejor. Como cuando hablé de heuristic y algoritmo, los dos sistemas de ujú, pensamiento. um, las heuristiques que son responsables de los sesgos cognitivos son el razonamiento rápido, ¿verdad? Entonces, si tomas más tiempo, ujú, probablemente en algún momento puedes pensar en estos temas de forma analítica también, pero ujú, necesitas tiempo y más esfuerzo. ujú. Creo que es muy interesante porque hay una variable, un aspecto que es común, que es frecuente en todo lo que dices, que es el tiempo entre recibir una información y leerla. Sí,
es más posible caer en un sesgo si lees algo rápido. Si Y, reacciones directamente también. y es interesante en una actualidad, ¿no? Donde toda la información es muy rápida. Sí, y el Es internet. decir, claro, es decir, salió hace poco unos estudios que hablaban acerca de que la vía principal de información para adolescentes es Twitter o Ok. Instagram. Eh, es curioso porque Sí, creo eh, más Instagram que Twitter, ¿no? probablemente Mm. en ambos casos el sistema es el mismo. Una pequeña proporción de información que se lee muy rápido. Sí, claro. Y me parece Y interesante sin por lo que dices. organización también. Como, Ajá, sí, es el algoritmo que te muestra lo que claro. piensa que te interesa. Ujú. Pues muchas gracias, Lara. Ha sido muy, muy interesante. Gracias. Bon, du coup, pour retraduire tout ce que vous avez dit, Bueno, Alors, très vite fait, la question c'était comment on peut éviter de tomber dans les biais cognitifs. Donc, quand on fait des recherches par rapport à, donc, par exemple, au véganisme ou à l'alimentation, etc., comment on peut éviter de tomber dans dans ce type d'écueil. Euh, et en gros, la conclusion, ce serait déjà de prendre du temps, donc de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vient de lire, éventuellement d'en discuter. Et de faire attention aux sources. Donc, de faire attention à l'autorité de la personne qui est en train de parler. Donc, évidemment, c'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on sait tout. Donc, il faut faire plus attention au consensus, je dirais encore. Donc, plus si c'est une organisation de santé, que ce soit nationale, mondiale, n'importe, si ça vient d'une source qui témoigne un consensus, c'est meilleur que d'une source qui vient d'une seule personne. Mais si c'est une personne qui a un diplôme, c'est déjà un peu plus fiable que si c'est une personne qui n'en a pas. Donc, faire attention à ce type de nuances. Mais donc, pour ça, il faut prendre du temps aussi, en résumé. c'était un bon résumé, je trouve. Eh bien, merci beaucoup, Lara, encore pour cette conférence qui sera donc disponible sur la chaîne YouTube de Ikiko pour ceux qui n'ont pas pu y assister en entier ou qui nous ont rejoints en cours de route. Merci beaucoup. Merci. Du coup, attendez, je vais arrêter l'enregistrement. Je ne sais plus comment on peut faire parce que... Ah, voilà.